Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée au Cinéma Club, consacrée à un cinéma assez particulier qu'on a un petit peu perdu l'habitude d'en parler et pourtant on aurait peut-être dû en parler plus souvent. Il s'agit du cinéma autrichien. Oui, après le cinéma allemand, on va s'intéresser au cinéma autrichien qui est un petit peu la deuxième partie de l'Allemagne si je puis dire. Et je serai accompagné de... De Guillaume. Voilà, aussi appelé aussi Docteur Guillaume ou aussi Alice in Bad Trip, ça dépend comment on l'appelle. Non, Alice in My Trip, c'est mon groupe. Après, j'ai plein d'autres projets à la con en musique, mais il n'y a pas de souci. Ah d'accord, d'accord. Bon, peu importe, peu importe, peu importe. Alors, vous essayez tellement de nous demander pourquoi on fait une vidéo cinéma club consacrée à ceci. Bah, en fait, on s'est demandé si, puisque à l'heure actuelle où bon, j'ai pas encore uploadé les vidéos sur le cinéma allemand, mais je le ferai tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous C'est voulez dans la revoir, description. oui, oh, ouais, t'inquiète pas, j'ai prévu aussi. Donc, si vous voulez vous voir les vidéos sur le cinéma allemand, bah, je mettrai les vidéos en bas de la description, ou sinon allez consulter ma playlist. Bref, vous faites comme vous voulez. Donc, on va s'intéresser tout de suite au cinéma autrichien, qui est un petit peu la deuxième Allemagne. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit penser du cinéma autrichien? Bah, tout d'abord, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de trop faire des recherches, hein. Donc, on va se contenter de Wikipédia et des quelques connaissances et anecdotes que j'ai, Oh mais t'inquiète, hein. je m'en occuperai, t'inquiète. Bon, alors, pour info, le cinéma autrichien, pour les spectateurs francophones, la connaissance du cinéma autrichien se limite parfois au dernier succès de Michael Haneke ou à ceux plus lointains d'Ernst Marischka, évoquant dans les années 1950 la vie de l'impératrice Sissi. Oui, d'ailleurs, justement, puisqu'on parle du cinéma autrichien, on va quand même beaucoup parler de certains films notamment qui mettent en scène l'impératrice Sissi, interprétée par la très célèbre Romy Schneider, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre comme on n'en fait plus quoi. Donc bon, je sais pas si tu l'as vu au moins une fois dans ta vie. Non, je ne l'ai pas vu et faut que je le regarde. Je l'ai entendu parler, il est excellent. Ouais, ce qui paraît, il est excellent. C'est la saga qui a carrément révolutionné le cinéma, comment dirais-je, autrichien. C'était le classique qui a vraiment fait, mais bref, ce film est époustouflant. Je vous conseille d'aller le voir. D'ailleurs, si bien évidemment vous souhaitez, comment dirais-je, voir ce film, j'essaierai de voir si je peux vous trouver ne serait-ce la moitié de la franchise, parce que je crois qu'il y a aussi plusieurs volumes et plusieurs suites. Je crois qu'il y a Sissi l'impératrice, il y a Sissi face à son destin, et Sissi... attendez que je cherche, nanana... Ouais, enfin bref, ça parle... Il y en a plein. Voilà, il y en Ça a plein, il y en a vaut plein, il y en a plein. là-dessus, c'est impressionnant. Bon, pour en venir à l'histoire du cinéma autrichien, c'est vraiment à partir de 1885, c'est au Prater de Vienne, Ouais, que le Kaiser Panorama ou Panorama Impérial, un ancêtre du cinéma, peut accueillir jusqu'à 12 personnes qui, moyennant finance, ont la possibilité de jeter simultanément un coup d'œil au stéréoscope. ouais, Donc voilà, ouais. ce qui permet, tu vois, de voir des petits films qui sont pas des films, mais plutôt des images qui tournent très très vite. Ouais, Tu je sais, me genre souviens de ça. des courses de chevaux avec des photos qui vont très vite, image par image, avec une musique Ouais, classique. ouais, je me souviens de ça. Ça c'était vraiment la belle époque, quoi. C'était pas vraiment Voilà. la... Et ça c'est vraiment l'ancêtre du cinéma qui arrive. Et bon, c'est un peu l'ancêtre du cinéma et des télés, un Voilà. peu des télés. Enfin, et c'est vraiment les gens, ils avaient quelque chose qui pouvait les divertir Ouais. en plus du théâtre. C'était pas si cher que ça pour l'époque en plus. Et à partir de 1896, c'est une année décisive. À partir du mois de mars, on projette à Vienne un petit programme de films des frères Lumière, Hmm. très connus, hein, Ouais. pour, voilà, hein, pour notamment Le Le cinématographe. train arrive en gare, l'arroseur arrosé, enfin voilà. Et le 17 avril, l'empereur François-Joseph y assiste en personne. Sachant que je crois que l'empereur François-Joseph avait demandé à programmer le train qui arrive en gare, et puis je sais plus un autre film, c'est pas l'arroseur arrosé, c'est un autre. Ouais. Mais il avait programmé deux films. Oui. Enfin, c'était vraiment l'époque du cinéma muet, hein. Ouais. Et effectivement,
Là, c'est vraiment, il faut importer des films et créer des machines à image par image pour se divertir. Il n'y a pas encore vraiment les premiers films muets autrichiens. Donc voilà. Mais à partir de 1909 et de 1904, plutôt à Vienne, où les frères Pathé arrivent et s'implantent avec Gaumont. Les frères Pathé arrivent et s'implantent à Vienne en 1904 et Gaumont arrive en 1908, soit 4 ans après. Plus tard, sa société éclaire en 1909, juste après. Les trois sociétés dominent le marché cinématographique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, les premières productions sont des produits authentiques autrichiens. C'est quelques images tournées en 1903, la visite de l'empereur. C'est plus des documentaires qui repassent et qui retracent un peu. C'est un peu comme le journal télévisé, mais au cinéma et en muet. Voilà. Pour l'époque, c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que le peuple pouvait y assister même facilement et gratuitement sur certains horaires, tandis que les riches devaient payer. Voilà, C'était une méthode d'impôt. Voilà. Et après, il y a des films avec de la fiction qui arrivent, qui sont avec un décalage par rapport à la France et l'Angleterre. En gros, c'est des films qui sont importés qui sont importés de la France et de l'Angleterre, qui sont retraduits. En 1906, le photographe viennois Johann Schwarzer, il commence à tourner, à exporter une série de courts-métrages érotiques, hein, voilà, qui s'appelle Am Warmark. Et ça va que j'ai fait allemand. Hein. Ouais, on voit bien que t'as fait allemand, toi. Alors, le truc, c'est que la censure est déjà présente et la police les confisque en 1911. Et en gros, le film a réussi, était tellement vu au cinéma et c'était tellement pas malsain, mais il y avait des trucs un peu trop crades pour l'époque. Ouais. Et un peu, je sais plus, il y en a qui disaient que c'était même, d'après des rumeurs, il y avait des scènes BDSM et tout ça pour l'époque, c'était un peu crade. Donc c'était craignos. Alors la police par l'empereur arrive en 1911 et confisque tout. Ouais. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur YouTube, je crois, parce que il me semble que j'étais tombé dessus par hasard en cherchant des conneries à l'époque. Et parce que je faisais recherche improbable sur YouTube, que YouTube lui-même me censurait et me niquait, donc voilà. Mais j'avais fait un épisode où je comptais en parler de ce film parce que j'ai retrouvé des extraits qui étaient croustillants. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur ma période YouTube. Ouais. Voilà. Mais le premier long métrage est en fait d'une durée de 35 minutes qui s'appelle Von Stuff zu Stuff. En gros, d'un échelon à un autre. Il aurait été projeté à Vienne en décembre 1908. À défaut de certitude, ce sujet quand un peu plus sûrement attribué le titre d'Ermüller de Zenkind, le meunier et son fils, à une production germano-autrichienne en 1911. C'est-à-dire qu'en gros, en 1911, l'Autriche ne peut pas travailler seule. Ils sont obligés de se produire avec les studios, je sais plus lesquels, qui sont très connus, qui ont sorti Metropolis, tout ça. Tu vois. Ah ouais, il y a ça, c'est oui. Ça par contre. Voilà, en gros, ils ont travaillé avec ils ont travaillé avec l'Autriche en 1911 pour sortir certains films. Voilà. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on vous dit de regarder vraiment le cinéma allemand parce que là, vous allez en bouffer. C'est obligé. Après, il y a beaucoup de films avec Anton Cohn qui tourne beaucoup des scénettes comiques sur le modèle français et les films populaires. Pour rappeler, les films populaires de l'époque, c'est beaucoup des films entre les films muets des Frères Lumière et quelques films d'autres auteurs qu'on retiendra moins, mais qui sont plus dans le cinéma expérimental en fait, de l'époque, c'est-à-dire rajouter des faux raccords avec des montages à l'envers, des rajouts avec des effets spéciaux dignes
digne des nanars, mais pour l'époque c'était révolutionnaire, quoi. C'est vraiment le cinéma expérimental de l'époque qui veut ça. Donc, voilà. Et bon voilà, en gros, ce qui arrive, c'est que après une époque, après ça, Colm et sa femme, Louise Colm, Hmm. qui est également réalisatrice de beaucoup de films du genre, hein, surtout des films populaires féminins. Hmm. Oui, parce que c'est une femme qui était vraiment pour le cinéma féminin. Donc il y avait déjà une époque où il voulait faire des films pour les femmes. Donc c'était déjà assez sympa. Ouais. Et voilà, donc en association avec Jacob Fleck, ils vont fonder la première société de cinématographique autrichienne, enfin la première industrie cinématographique autrichienne qui, par la suite, le nom de Wiener Kunstfilm deviendra Film Fabrique à Voilà. Vienne. Très grande compagnie, hein. Alors, les sociétés de production les plus importantes en Autriche jusqu'en 1901, qui devra affronter Vitafilm et 1930, Sacha Film alors confisqué par les nazis allemands, voilà, et rebaptisé bien Film. En gros, voilà, donc ça refera la parenthèse avec les épisodes du cinéma allemand, épisode 2 sur l'Allemagne nazie, Ouais. en gros le Reich cinématographique. Ouais. Et c'est vraiment l'époque où le cinéma va devenir un outil de pure propagande hardcore. Ouais, bah ça c'est pas nouveau ça, parce qu'on en a déjà en parlé justement du cinéma nazi lorsque on a fait la vidéo sur le cinéma allemand. Voilà, donc allez checker les vidéos. Ouais, Là ouais. franchement, le cinéma autrichien va tourner sur le même design, avec un côté plus régional, c'est-à-dire ils vont remettre au bout du jour les vidéos impériales Hmm. qu'ils utilisaient à l'époque en noir et blanc muet pour un peu les informations. Ils vont les remettre au bout du jour pour les remettre dans le contexte du Reich. Ça c'est le seul truc que je n'ai pas parlé dans le cinéma club sur l'allemand, parce que ça ne faisait pas vraiment écho sur la région en elle-même de l'autre. Voilà, c'est Ouais. juste pour dire ça. Ouais. C'est à cette époque que le cinéma est déjà très populaire, et pourtant une partie de la bonne société ainsi que les dirigeants continuent à, à adhérer à une vision élitiste de la culture, c'est-à-dire vraiment le cinéma, ils vont incorporer de la peinture, de l'architecture, la musique, notamment de l'opéra, opérette, c'est-à-dire de la toute petite opéra pour le cinéma, et également un, un manifeste plutôt du mépris de l'égard, ne sont pas vraiment pour le cinéma sur les nouvelles distractions et sont pour vraiment, en gros, ils veulent pas que la radio entre dans le truc, ils veulent vraiment faire un retour au cinéma en arrière, donc vraiment marche arrière toute. Et donc, il y a quelques rares personnalités qui font exception, par exemple l'écrivain Hugo von Hofmannsthal. La censure se fait tatine en 1910 et les textes interdits aux enfants à assister aux projections. Enfin voilà, quoi, c'est Ouais. vraiment des choses qui vont se mêler entre l'époque de 1930 et même un peu avant.